Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs, vous êtes bien sur Radio J, vous avez bien raison. Et je suis ce matin pour cette émission des réponses sans tabou avec Shlomo Malka. Bonjour. Bonjour Rafi. Alors, je dois rappeler aux auditeurs que vous étiez l'ancien directeur de l'Arche, de la radio RCJ pendant de très longues années. Vous êtes journaliste et vous animez une émission sur notre antenne Radio J où vous recevez des invités pour 4 quarts politiques de la semaine, dont cette émission. Donc, j'invite les auditeurs à rester après cette émission que vous animez. Alors, Shlomo Malka, Adi Steg, dimanche 11 avril, le professeur Adi Steg s'éteignit à l'âge de 96 ans. Je dois rappeler, après vous allez nous expliquer, c'était un brillant serviteur du judaïsme français, il avait œuvré à la reconstruction de la communauté juive, il était aussi un médecin à la stature exceptionnelle. Son père a été déporté à Auschwitz et Adi Steg s'est échappé en étant un enfant caché. Il a échappé à la rafle du Veldiv et il s'est engagé dans la résistance. Adi Steg était un lumineux Talmid Chacham. Et il aimait répéter d'une façon prémonitoire, presque, on dirait, on ne fait pas des monuments à la mémoire de nos tzadikim, ce sont leurs œuvres qui assurent leur avenir. Quelle est votre réflexion aujourd'hui sur cet homme que vous avez bien connu ? Eh bien, je l'ai connu comme vous et c'était effectivement une belle figure du judaïsme français. Il était en retrait depuis une dizaine d'années, mais il reste très présent dans la mémoire de chacun. On devrait d'ailleurs éditer ses discours, parce que ses discours sont vraiment un modèle. Comme l'a fait Victor Malka pour Émile Toati. Absolument, il faudrait éditer ses discours. Et les discours qu'on a prononcés à son propos, le discours de Chirac qui avait été écrit par Christine Albanel, dont elle dit que c'est un des discours qui lui a, c'était important pour elle de le faire, et elle savait qu'il y avait une très forte relation entre Jacques Chirac et Adi Steg. Alors j'ai rappelé, moi, dans un hommage, ce mot à l'adresse de Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing le recevait comme président du CRIF. Et la discussion portait sur Marcel Dassault. Et alors Giscard d'Estaing dit oui, mais vous comprenez, Marcel Dassault n'a pas toujours les attitudes qui conviennent, et notamment pendant la guerre des 6 jours, etc. Vous devriez lui parler, vous qui êtes le président des Juifs de France. Alors, Adi Steg est étonné et surpris qu'on l'apostrophe de cette manière. Il dit, Monsieur le Président, premièrement, Marcel Dassault, il n'est pas juif, il est converti. Il s'est converti après la guerre. Et deuxièmement, le président des Juifs de France, c'est pas moi, vous vous trompez. Le président des Juifs de France, c'est vous. Et donc, c'était une manière de le responsabiliser et de lui dire qu'il ne peut pas échapper à son devoir. Alors, vous avez rappelé un certain nombre de choses, et je voudrais rappeler son action comme président de l'Alliance et ses bons réflexes quand l'essentiel était en jeu, il était toujours là. Son rôle dans le règlement de l'affaire du Carmel d'Auschwitz, il y avait, je le rappelle pour les plus jeunes de nos auditeurs, des carmélites qui voulaient s'installer sur le site du camp d'extermination, et en disant, mais enfin, jeune personne, on va prier, etc. Si vous le voulez bien, Shlomo Malka, on va prendre étape par étape. Alors donc, rappelez pour nos auditeurs, comme vous dites, d'abord, c'était un bâtisseur. C'était un leader plein de sagesse, vous venez de le signaler, mais c'était aussi un homme du consensus. était discret et très respecté, pas simplement dans le judaïsme français, mais aussi par la République. De nombreux chefs d'État, et notamment, vous le savez, il était le médecin personnel du roi Hassan II. Et si vous vous souvenez, il était lors de l'attentat de Skirat. C'était un rescapé. Oui.
Oui, oui, il était présent quand... c'est une histoire quand même assez rocambolesque où Qui n'a jamais raconté. Le roi a dû se retrancher dans les toilettes, etc. C'était assez... Et il était présent, il a jamais témoigné parce que le secret professionnel, etc., ça, il savait garder ses distances, mais il était présent. Oui, comme il a gardé le secret, en 1981... Il était le médecin personnel de François Mitterrand et il découvre que François Mitterrand est atteint d'un cancer. C'était une affaire d'État. Jamais Hadisteg n'a dévoilé ce secret qui était bien préservé. Vous vous rappelez de cette période ? Absolument, absolument. Et c'était son médecin, mais il avait un médecin personnel qui le suivait et qui a également gardé le secret. Il s'est exprimé après la mort de François Mitterrand. Il a fait un livre, J'étais le médecin de... Mais Hadisteg n'a jamais, y compris après la mort de Mitterrand et après la mort des plus grands chefs d'État qu'il a côtoyés, il ne s'est jamais exprimé là-dessus. Alors, on va parler de son action. Vous l'avez cité dans le CRIF. On va parler de son action à la tête de l'Alliance israélite universelle. Mais avant, vous avez parlé de quelque chose de très important qui est passé peut-être un peu vite. C'est ce fameux discours de Jacques Chirac, dans un remarquable discours où lors de la remise de chevalier de la Légion d'honneur, Jacques Chirac dit de Hadisteg, des êtres dans un être. Vous êtes les parcours dans un parcours, les vies dans une vie. C'est cette pluralité au sein d'une même cohérence, ces histoires au sein d'une même histoire qui font le destin exceptionnel. Et vous avez bien fait de rappeler que Mme Albanen avait rédigé ce texte remarquable. Elle était très fière de ce discours parce que ceux qui étaient là à l'Élysée, moi j'étais comme journaliste et j'ai assisté à ça, c'était un moment exceptionnel parce que c'était un discours, mais vraiment... il a eu quand même de beaux discours, Chirac, et les deux grands discours qu'on peut retenir, parce que les deux, je pense, ont été faits par Christine Albanel, qui est devenue ma voisine, et on parle souvent de ça, et donc vous auriez pu la faire venir pour raconter. Mais on va l'inviter, c'est Hadisteg, très bonne idée. Que, voilà, elle a gardé un très bon souvenir, et les gens qui étaient là se souviennent de ce discours. Il y a eu deux grands discours, c'est à la mort de Mitterrand, et c'est sur Steg. Oui. Le Veldiv, effectivement. Le Veldiv, c'est quelqu'un d'autre qui... Oui. Alors donc, Hadisteg, vous venez de le rappeler, il était président de l'Alliance israélite universelle, et de 1985 à 2011, il était président pendant 26 ans. Ça a été l'homme des réformes, l'homme qui a fait asseoir l'Alliance, qui a continué le développement, le rayonnement de l'Alliance à travers le monde, mais qui a su donner à cette institution, comme aujourd'hui, une aura, une stabilité et en tout cas une référence dans le monde. Nous qui sommes passés par ces écoles, nous savons ce que nous devons à l'Alliance. Et Hadisteg a toujours eu le souci du bien-être de tous les enfants, de toutes les écoles, et quand il y avait un problème, il savait avec sagesse le résoudre et pas en créant des vagues, etc. Il avait cette aura de ne pas polémiquer. Et le souci du bien commun. Et le souci du bien commun, il a eu à régler. Moi, je le sais par mon épouse qui a été pendant longtemps enseignante à Georges Levin et qui témoigne. Beaucoup de professeurs et d'enseignants témoignent que dans les moments difficiles, y compris une fameuse transition qui se faisait mal et il était au Brésil, et il pilotait la chose depuis le Brésil et il prenait les bonnes décisions. Voilà, c'était un grand leader. Dans cette affaire-là, il avait responsabilisé le corps enseignant et les responsables... En lui disant, choisissez vous-même. Voilà. Choisissez vous-même. C'est extraordinaire. Oui. Et que vous avez rappelé aussi, Shlomo Malka, il était une cheville ouvrière dans le dialogue judéo-chrétien.
sans concession, les yeux ouverts. Il était pour le dialogue, pour le développement, pour le rapprochement. Tombe l'affaire du Carmel d'Auschwitz. Vous avez rappelé que des carmélites voulaient absolument installer un Carmel sur le site du camp d'Auschwitz, avec une croix dont on rappelle très haut, qui fait 11 mètres de haut. Et les négociations... Et ça n'a pas été facile. Et ça a été, il n'a pas été le seul. Hein. Il faut rendre hommage à Théo Klein, il faut rendre hommage à René Samuel Sirat. Et il faut lui rendre hommage à lui, étant entendu qu'au côté chrétien, il y avait l'archevêque de Paris, Monseigneur Lustiger, l'archevêque de Lyon, de Courtrai, tous ces gens-là, mais ça a duré, un an et demi de conciliabule, parce que c'était pas évident. Ces prêtresses qui voulaient s'installer, ces carmélites qui voulaient s'installer là, elles faisaient preuve de leur bonne foi en disant mais enfin qu'est-ce qu'on a fait? On veut simplement prier pour les Juifs. Et Hadisteg et les autres ont dit non. On veut du silence ici. On ne veut pas que quelqu'un manipule et instrumentalise ce lieu. Voilà, vous pouvez aller prier ailleurs, mais c'est un espace de silence. Et il faut rappeler que pendant la négociation à Lyon, qui s'est déroulée d'une manière c'était très élégant dans la forme, mais très dur sur le fond. Et avec Théo Klein et le grand rabbin René Samuel Sirat, ils ont négocié pied à pied, sans concession. Et le texte final, Zachor, était une émanation de Hadisteg et de Jean Dujardin. Absolument. Sur l'écriture. Et donc, ce texte magnifique qui a réconcilié entre guillemets. Et on a trouvé une cote mal taillée, c'est-à-dire que les carmélites se sont installés en face, mais pas à l'intérieur du site. Pas sur le site. Et ça, c'est l'obstination de Théo Klein et d'Hadisteg qui a été très ferme sur ces principes-là, parce qu'on allait à un clash. Mais dans le dialogue judéo-chrétien aussi, Hadisteg a été une référence. Vous vous rappelez, dans les colloques du Congrès juif mondial, où ces discours étaient toujours, chaque mot était pesé, aucun mot n'était galvaudé chez Hadisteg. Alors, moi, je voudrais ajouter deux choses, parce que vous avez fait référence très justement à son parcours et à son enfance. Il y a son rôle dans la mission Mattéoli, qui était une mission d'étude sur la spoliation des Juifs de France pendant l'occupation, qui avait été installée par Alain Juppé en 1997, et c'est lui qui a obtenu que les spoliations puissent être indemnisées comme il convient. Il y a aussi, et moi je tiens beaucoup à ça, son rôle, pour le coup je peux en témoigner comme journaliste, son rôle décisif dans l'aide apportée à la réalisation du film Shoah de Claude Lanzmann, l'aide financière, l'aide au lancement il avait trouvé effectivement donner l'impulsion de départ. C'est lui qui a donné l'impulsion de départ. C'est lui qui a aidé au financement et c'est lui qui a aidé à la promotion. Je me souviens. En opposition avec certains dirigeants déjà de l'époque, oui, qui n'y croyaient pas, était un visionnaire. Oui. Et Hadisteg. Est-ce que vous vous souvenez, parce que vous étiez directeur du centre communautaire de Paris à l'époque, et c'est là qu'il a donné. C'était un peu avant avant que le film soit terminé. Et il y a eu une grande réunion où il a parlé du film. Et ça a été avec je veux dire, il était extrêmement remué par ce film. Et ça a été décisif. Claude Lanzmann le dit. Ça a été l'aide de Hadisteg à la réalisation a été décisif. Et il était un des fondateurs de la Fondation de la mémoire pour la Shoah. Et donc, mais aussi dans la négociation, mais ça en reviendra un autre jour, il a tenu tête au judaïsme américain en leur disant « Laissez-nous régler le problème de la SNCF nous-mêmes ». Parce que vous nous portez préjudice dans vos interprétations américaines qui ne correspondent pas à la réalité française. Vous vous rappelez Et Hadisteg c'était quelqu'un qui nous a pas transmis ce qu'il savait uniquement, mais il nous a transmis ce qu'il était.
C'est-à-dire cette idée d'un homme de la rectitude morale, de la droiture, du bien collectif. Il avait ce souci. Vous avez ressenti ça? Et de l'étude aussi, et de l'étude. Vous avez bien raison de dire, il y avait toujours la référence à la référence biblique, la référence Et il nous avait d'ailleurs dans à la tradition, à la notion de tzedek. Je pensais en arrivant, en venant à votre émission, que je pensais à cette idée qu'on dit, aujourd'hui on nous explique sur l'affaire Sarah Halimi que il faut, le droit est une chose et la justice une autre. Qu'est-ce qu'il aurait dit aujourd'hui? C'est terrible. Shlomo Malka, qu'est-ce qu'il aurait pensé aujourd'hui à Disteg de l'affaire Halimi? Il aurait été ébranlé du fait que dans le beau pays de France aujourd'hui, on puisse faire la différence, distinguer entre d'un côté le droit et la justice. Alors on nous dit, ah oui, non, mais attendez, non, la Cour de cassation a décidé simplement en droit. La justice n'a rien à voir là-dedans, comme si on pouvait distinguer. On peut jeter quelqu'un Voilà. par la fenêtre, Oui. et il y a pas, Oui. c'est reconnu comme antisémite, mais Oui. nous on juge parce qu'on n'a pas envie de se casser la tête, on juge sur le droit. Point. D'accord. Mais est-ce qu'il aurait été, comment dire, ébranlé, vous dites, mais déçu? Est-ce qu'il serait déçu de la République, de la France? Il avait cette confiance dans la République et cette confiance dans les valeurs de la France. Il avait, oui, un amour de la République, une confiance dans la République, et une confiance dans la République, c'est la justice, c'est-à-dire que il savait ce qui est une règle, c'est les Anglais qui ont inventé ça et qui en ont fait une règle d'or. Justice must not only be done, but must be seen to be done. La justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit être vue Et comme ressentie. étant rendue. C'est-à-dire on doit la voir en train d'être rendue. Et là, malheureusement, nous sommes nombreux à être totalement hébétés par une décision pareille qui répond peut-être au droit, mais qui ne rend pas justice aux victimes. On verra cet après-midi, le test que moi je dis cet après-midi à la manifestation Shlomo Malka, c'est combien de amis chrétiens, le président des Amitiés judéo-chrétiennes de France a publié un article lumineux hier dans le journal de la Croix. On verra combien de chrétiens, combien de nos amis musulmans seront présents. Mais revenons à Disteg, c'était l'homme aussi du limoud. D'ailleurs, Disteg nous disait une fois, je me souviens au centre, il disait, le limoud, vous savez, toutes les lettres de l'alphabet hébraïque sont sur le même niveau. Il y a une seule lettre qui dépasse toutes les lettres, c'est le lamed. Parce que le limoud, l'étude, élève l'homme. Et cette idée-là, et il avait créé le Collège des études de France qu'il avait confié à Shmuel Trigano, qui était un espace remarquable d'enseignement et d'études. Alors, on ne peut pas parler d'Adisteg parce que aujourd'hui, on a fait un tour d'horizon, mais peut-être qu'il faut ajouter quelque chose sur mon cas, parce que je voudrais, dans la même semaine, est décédé un très grand ami à vous, Walter Spitzer, peintre, etc. Donc, sur Walter Spitzer, c'est un rescapé de la Shoah. Oui. Comme il est né en Pologne en 1927, il subit les affres du ghetto. Je vais vite et il est déporté en même temps que le rabbin Charles Lichet de la place des Vosges. Et à Auschwitz, il subit la marche de la mort. Il est interné à Buchenwald où, pour survivre, il exécute des portraits, des dessins. Ainsi, il raconte dans son livre « Sauvé par le dessin », préfacé par Elie Wiesel, à la libération des camps, il revêt l'uniforme américaine, il intègre les Beaux-Arts à Paris, il va s'illustrer par les dessins dans l'œuvre de Malraux, de Sartre, et il est surtout l'auteur du monument élevé quai de Grenelle, près de l'emplacement du Veldiv, où le 16 et 17 juillet 1942 ont été parqués 12 884 juifs raflés par la police française.
Absolument. Je l'ai moins connu en vérité que vous, mais c'était un des personnages du Paris d'après-guerre. Lui et Marek Rudnicki aussi. Et il faut rappeler qu'il a été déporté à Buchenwald. Il a participé à la marche de la mort. En 93, il a accepté de sculpter le monument commémoratif de la rafle du Veldiv en hommage aux 13 000 juifs arrêtés par la police le 16 juillet 1942. Il a publié aussi un livre intitulé « Sauvé par le dessin » qui était paru en 2004 avec une préface par Elie Wiesel. Et on pense tous les deux, je crois, à Elie Wiesel aujourd'hui, parce que il fait le lien un peu entre, ça a été aussi un homme de l'étude, un homme d'action. Les deux étaient internés à Buchenwald. Les deux étaient internés à... D'ailleurs, Elie Wiesel, il dit... et maintenant, des éternités, après, je lis le souvenir de Walter avec la même émotion que j'éprouve en regardant ces tableaux, ces sculptures. Walter savait dessiner, Walter savait peindre. Moi, je ne savais que prier. Dit Elie Wiesel. Absolument. On pense à Elie Wiesel parce que finalement, je me rendais compte ces jours-ci que Elie Wiesel est mort en juillet 2016, Simone Veil en 2017 et Claude Lanzmann en 2018. C'était d'immenses figures. Il en reste sûrement aujourd'hui encore, je pense à Élie Buzyn qui a été déporté aussi avec Elie Wiesel à l'âge de 15 ans. Il avait 15 ans au moment de sa déportation. Et je pense à Simone Veil qui disait il faudra que, une fois que tous les grands témoins sont partis, il faudra que prennent le relais les romanciers, les artistes, les cinéastes. Il faudra il y aura ce que Élie Buzyn appelle les témoins des témoins. Il faudra qu'il y ait, une fois que la génération des témoins... Oui, c'est-à-dire qu'Elie Wiesel disait, si je te raconte cette histoire, tu deviens témoin, mais tu as la responsabilité de témoigner. Alors, je pose la question au fin observateur que vous êtes, Shlomo Malka, vous avez survolé la communauté. Quel est le lien qui pouvait réunir toutes ces personnalités? C'est-à-dire Elie Wiesel, Walter Spitzer, Adi Steg, Élie Buzyn, Simone Veil, Claude Lanzmann. Quel était ce lien, à part la judaïcité, quel était ce lien? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelle est la passerelle entre tous ces hommes et ces femmes très différents? Je crois ils sont porteurs d'un judaïsme universaliste et même universel, c'est-à-dire leur témoignage parle à tout un... Vous mettez Jonathan Sachs avec eux? Aujourd'hui, on a tendance à dire souvent, mais où sont les neigeux d'antan et où sont les grands penseurs? Il y a plus de grands penseurs. On le dit d'ailleurs autant pour la communauté nationale, pour la communauté juive. Non, moi je suis un témoin, je suis un journaliste et ça me suffit, un observateur. Mais les observateurs sont aussi des passeurs. Passerelle. Voilà. Passeur, ça me va. Mais quelle est l'image que vous retenez? Mais est-ce on dit alors il y a plus de grands penseurs? Et à mon avis, il y a toujours de grands penseurs. Il y a toujours de grands témoins et on ne connaît pas leur nom, mais ils sont en train de travailler, ils sont à l'œuvre et il y a des tas de jeunes qui vont renouveler le judaïsme. N'en doutons pas un seul instant. Alors, vous allez retrouver le charmant Shlomo Malka dans quelques instants dans cette émission 4 quarts et sur Radio J. Merci d'avoir été avec nous, Shlomo Malka. Merci à vous. Et à très bientôt.